Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En effet, je vous informe que sous ordre de la France-Afrique au crépuscule, celle-ci risque de laisser libre cours à son donneur d'ordre, la France, en perspective de décolonisation en Afrique, d'intervenir dans notre pays pour déloger le putschiste multirécidiviste et despote sanguinaire Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est pour un seul point essentiel. En effet, au crépuscule de la France-Afrique ou du cheval de Troie néocolonial de la France en Afrique francophone, la France veut en finir avec l'histoire de deux poids, deux mesures. Et pourquoi? Question d'image. Parce que ça impacte et ça va impacter sur la balance commerciale de la France, sur les intérêts vitaux de la France, etc. Aujourd'hui, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, la France est aujourd'hui fichée aux yeux de la jeunesse africaine, de la communauté francophone d'Afrique ou des populations africaines comme le pays le plus dangereux ou problématique pour l'évolution du continent noir à l'échelle de l'Afrique francophone. On est bien d'accord? La France aujourd'hui identifiée comme le pays problématique pour l'évolution du continent noir à l'échelle francophone d'Afrique. Souvenez-vous du 5 juin au 15 octobre 1997, où les despotes France-Afrique et sa France-Afrique avaient structuré, organisé et managé un putsch qui d'ailleurs a duré plus de 4 mois, 4 ou 5 mois, avec l'aide des pays périphériques, dont le Tchad, qui fait partie de la CEMAC, la communauté des États d'Afrique centrale. Et le Tchad a un contentieux historique avec le Congo-Brazzaville. C'est l'histoire des États, beaucoup de choses. Le Tchad refuse d'aller se battre au Niger parce qu'il sait qu'il a des contentieux historiques avec le Congo. Vous savez que la France-Afrique avait regroupé un certain nombre de pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la République démocratique du Congo et le Rwanda, et les mercenaires venus de par-ci, partout du monde entier, et pour venir se battre contre la démocratie naissante, issue de la conférence nationale souveraine du 25 février au 10 juin 1991, qui avait abouti à une transition politique du 10 juin jusqu'au 31 juillet 1992, où on avait organisé des élections démocratiques jamais contestées, que ce soit l'élection locale, les maires, les députés, les sénateurs et le présidentiel jamais contesté. À peine 92 à 97, Denis Sassou Nguesso avec Jacques Chirac avait structuré organisé ce putsch-là. La démocratie, on parle de démocratie aujourd'hui, c'est la Libye. Qu'en Afrique de l'Ouest, c'est la démocratie, la démocratie. Mais qu'est-ce qu'on a, nous, peuple congolais, qu'est-ce qu'on avait subi? 30 000 morts. Et c'était pas tout. De 98 jusqu'à peu près 99 à 2000, 400 000 morts. Les opérations Bataille à Makolo, comme on l'appelle, les opérations Mouebara et autres. Les crimes d'humanité, jamais encore parlé. Pour vous donner le point de vue historique, à l'époque, on parlait des histoires du Timor occidental, Timor oriental, oui, oriental. Hein, il y avait des crimes en Indonésie là-bas. Vous avez vu les histoires du Kosovo.
et surtout à l'ex-Yougoslavie. On a eu beaucoup de choses pendant ces périodes-là, mais c'est au Congo qui a eu le capital décès le plus élevé. 400 000 morts. Et là, le despote Denis Sassou Nguesso est encore là, l'homme de la France-Afrique. Et donc la France cherche à répéter la même histoire en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO. Or, la CEDEAO est différente de la CEMAC, Communauté d'États d'Afrique centrale, qui regroupe mon pays, le Congo-Brazzaville, qui est sous la tutelle de Denis Sassou Nguesso, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique. Et donc, vous imaginez, et pourquoi pas, la France organisait une coalition des pays périphériques pour aller déposer Sassou Nguesso. On est d'accord? Donc, parler encore de démocratie en Afrique, c'est se moquer des Africains, surtout à l'échelon France-Afrique ou d'Afrique francophone. Vous le savez que depuis 1997, dès ce coup d'État, Denis Sassou Nguesso avait surtout organisé et managé une transition politique flexible de 5 ans, entre 1997 à 2002. Il n'y a eu aucune pression internationale. On venait de mettre fin à une démocratie où les élections vraiment libres et transparentes, il n'y a eu aucune contestation. Et donc là, 97 à 2000, rien du tout. Et là, ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina, qui subissent les conséquences de l'assassinat de Guy de Kadhafi, et avec tout ce qui s'est passé au Sahel, où chaque jour qui passe, on est en train d'assassiner, massacrer et autres. À un moment donné, on se dit quand même là, quel est le but de la condition humaine? C'est d'y rester en vie. Et donc là, les peuples là se révoltent à travers les coups d'État militaires anticolonialisme, qu'on appelle les révolutionnaires et tout compagnie. Maintenant là, ça devient un problème. La Libye, la démocratie, la démocratie, la démocratie. 97 à 2002, Sassou Nguesso passe comme la lettre à la poste avec sa transition après avoir massacré. Pendant ce temps-là, il massacrait. Dès 2002, qu'est-ce qu'il va faire? 5 ans de période de transition flexible. Et après, dès 2002, jusqu'à nos jours, quel est ce bilan? Le bilan est le suivant. Dès 2002, il a abrogé d'abord la constitution démocratique votée par le peuple congolais à plus de 80% en 1992, du 15 mars 1992, la constitution du peuple congolais. Là. Il a abrogé ça. Il a mis sa nouvelle constitution en 2002 qui fut rédigée par son copain constitutionnaliste béninois qui avait fait ça. Et donc, il devait se représenter que 2 fois. Donc, au passage, il a éliminé, mais comme Macky Sall est en train de faire. Il veut éliminer Ousmane Sonko, il veut faire tout ça. Donc, c'est pareil, la même ADN de la France Afrique qui nuit gravement à l'image de la France en Afrique au regard du contexte et de repositionnement de forces géostratégiques à l'échelle continentale. La France devient le mouton noir, même de l'Occident. On est bien d'accord? Donc, de 2002 à nos jours, il en a changé 3 constitutions. Celle de 92, celle qu'il avait fait en 2002 et celle qu'il venait de faire en 2015. À chaque fois, il massacrait. Nous sommes devenus comme des moutons, du bétail humain. Lui se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas de force supérieure à lui et sa force Afrique, il n'y cédera pas. Il mourra au pouvoir, il est là. 2 poids, 2 mesures. Regardez l'acharnement qui se passe en Afrique de l'Ouest. Les Africains ne sont pas des animaux. Ils ont moins un cerveau, une âme, une conscience. On voit bien ce qui se passe ailleurs. Et donc, là, vous imaginez, 2002, à nos jours, 3 changements de constitution. D'abord, celle de 92, celle de 2002 et celle de... Il arrive là avec sa constitution là, de 2015. D'ailleurs, en 2015, jusqu'aux élections, Sassou a fonctionné avec 2 constitutions.
Du jamais vu. Un pays avec des constitutions. Et puis, n'oublions pas les hold-up électoraux. On dénombre 4 hold-up électoraux. 2002, 2009, 2016 et 2021. Notons au passage qu'il en a tué, comme en 2021, celui qui allait gagner. Pendant ce temps, il avait déjà neutralisé le général Mokoko qui était élu en 2016. Il copie depuis 2016 en prison. Un général saint-cyrien. Et quand on parle de Saint-Cyr au Congo, dans la conscience militaire de ceux qui ne sont jamais formés par les Saint-Cyr et autres, Saint-Cyr, c'est des moqueries qui se passent dans les écuries intellectuelles, politico-intellectuelles. À un moment donné, comment on voyait encore les militaires congolais se former à Saint-Cyr. Regardez le général Mokoko. Ils n'ont même pas pris l'honneur et la dignité de Saint-Cyr de dire, bon, ça se bon, laisse quand même Mokoko en liberté. Mais là, donc, les enjeux France-Afrique sont tels que ça dépasse même les soi-disant Saint-Cyr, vous imaginez. Donc, 4 hold-up électoraux. Et là, il se projette pour 2026. Il se dit, ah non, mais je suis déjà, voilà, il est en train de lancer ces trucs-là. Mais non, chaque chose a un départ et un terminus. L'État, c'est tellement sans foi, parce que dans l'État, là, on ne sait pas qui est qui. Qui aurait pensé qu'au Mali, au Burkina Faso et au Niger, on aurait ces gens-là. Donc, mais nous avions subi quelque chose de jamais vu du Congo-Brazzaville avec la France-Afrique au cours de ces 30 dernières années après le Rwanda. C'est nous le Congo-Brazzaville. Et là, la France-Afrique veut suturer la même chose comme chez nous en 1997. Donc, ça pouvait arriver à la CEDEAO, ça pourrait arriver à une boucherie. Heureusement que le contexte a changé et en Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO, il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils sont guerriers, affûtés à lutter ça, ils pourront se battre. Et la France grillée, la France est en train de chercher à se griller grave. Ça se voit vraiment, je vous dis, dans les écuries, dans les réseaux africains, mais c'est du pain béni pour les concurrents de la France. Après, c'est la fin de la France ou l'occupation de la France-Afrique. Et l'autre là, mais ça va, attends, c'est dangereux, cette politique néocoloniale là, au début de ce 21e siècle là. Vous imaginez les dégâts occasionnels. Et là, Denis Sassou Nguesso joue à disons démocrate. Démocrate où? Est-ce que la France ou la France-Afrique peut encore parler de démocratie? Parler de démocratie en Afrique francophone, c'est énerver les francophones. Imaginez vous-même, on peut en citer plusieurs exemples. Au Gabon, en août 2016, Jean-Pierre élu. Regardez là, rien du tout, on nous passe encore là. Voilà, Afrique francophone. Au Cameroun, en 2018, pareil. Au Togo, en 2020, pareil. Il est fugitif là. Le président élu et se cache. Comme au Congo, Brazzaville, il est en prison. Et beaucoup de choses comme ça. Maurice Kanto au Cameroun a passé 9 mois de prison. Mais c'est quoi la démocratie? Pourquoi la France tient ça comme à Libye? C'est quoi? On est en guerre néocoloniale. Attends, la France doit plus parler de démocratie de la situation du Niger. Non. Puisqu'on a trop de cas d'école de la démocratie, soi-disant bafouée. Vous imaginez, Ouattara, on en a vu. Il dit qu'il ne va pas se présenter et après il vient se présenter après avoir éliminé par la fiole tous ses concurrents et tous ceux qui étaient potentiellement, il est là. Il est en train de traîner ce pays, la Côte d'Ivoire là, et il est en train de mettre la Côte d'Ivoire en ennemi avec tous les autres pays périphériques alors que la Côte d'Ivoire c'était la voie de... Voilà, vous imaginez. Là il est en train de retarder la Côte d'Ivoire, puisque chez nous, en Afrique francophone, dès les indépendances, les pays qui avaient la puissance de la France-Afrique ou de la France en Afrique, il y avait 4 pays. On laisse les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et tout. Mais non, bon, on laisse ça. Mais en Afrique noire, il y avait un pays qui était plus puissant dans tout. C'était mon pays, le Congo-Brazzaville. Deuxièmement, comment on appelle, le Sénégal. Deuxième, le Sénégal. Troisième, ça arrivait à, comment on appelle, à Madagascar, là.
Et quatrième, on pouvait voir entre le Cameroun et peut-être un peu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a monté après, ça c'est sûr. Mais regardez là où se trouve le Congo-Brazzaville. Donc la Côte d'Ivoire va descendre bas avec Ouattara. Donc là, on est en train de forcer ce pays-là dans les ténèbres. Deux poids, deux mesures. On parle de démocratie, c'est énervant pour les cerveaux africains. Quand on parle de démocratie, regarde la CEDEAO se battre. Deux pays qui veulent faire comme au Congo en 1997. Barrez-vous de ça. Là, ils sont en train de préparer ça pour vous amener la guerre par procuration. Nous, on a subi ça. 400 000 morts entre 1997 à 2000 à peu près. Et n'oublions pas ce qui s'est passé en 2016 dans le pool, qui est des hold-up électoraux et des tueries et des tueries. Et ça se compte en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, bref, dans toute l'Afrique. On vient voir ça, il y a de quoi devenir fou. Comme certains jeunes africains ou congolais disent, est-ce qu'être président, c'est pour tuer les gens? Est-ce que c'est comme ça? Donc vous imaginez ce que le despote Sassou Nguesso va laisser aux Congolais. Vous imaginez. Donc là, la problématique de l'intervention, soi-disant honte et guillemets de la CEDEAO contre le Niger porte à examiner déjà des éclairages déjà anthropologiques. Ben oui, parce que beaucoup de gens se disent que c'est une guerre raciste, néocoloniale, raciste. Les Noirs américains qui sont aux États-Unis, tous les continents américains, ils n'ont pas envie de venir investir en Afrique et que l'Afrique soit moins libre. Mais vous, il n'y a que les Blancs et autres qui vont investir en Europe. Non, attends, on regarde ça. Même les Noirs américains, quand même, ils voient ça, ils se disent quand même, il y a un problème. On arrête de massacrer les Africains. Et voilà, les États-Unis sont là, au Niger, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez bien, on est humain. L'Afrique n'a jamais fait du mal au monde. Et là, vous êtes en train toujours de conspirer contre l'Afrique. Sauf que ça a changé. Le monde a changé. Et nous avions maintenant des alliés très puissants. Et donc, c'est ça qui va bouleverser, oui, dans l'ordre mondial, qui se prépare. C'est ça. Ça commence comme ça. C'est des petites sources qui créent des petits cours d'eau. Après, les cours d'eau deviennent des rivières, puis les fleuves et autres. C'est dans la mer. Donc, vous imaginez la situation dans laquelle la France, au crépuscule en Afrique, s'est mise avec le président Macron. Vraiment, on a vu que c'est fait du caviar. De ce jeune président, on croyait que ça allait modifier, de sembler comme la décolonisation anglaise en Afrique. Bon, c'est passé dans les conditions de la brutalité, oui, mais depuis la Grande-Bretagne, ils respectent l'Afrique francophone, il y a des alternances et autres. Mais là, ça va arriver par la force. Puisque les Africains ont compris que le langage anthropologique de ces gens, il n'y a que la force. Donc, trouvons les stratégies d'amener la force. Et donc, ça se passe en Afrique de l'Ouest, mais ça va arriver aussi en Afrique centrale. Et donc, c'est ça. La problématique anthropologique. Mais il se pose aussi des problématiques, surtout politiques. Pourquoi parler encore de démocratie en Afrique francophone? C'est un non-sens. Il ne faut même plus en parler. Je vous ai cité ces exemples. Regardez dans toute l'Afrique francophone, c'est là où se regroupent les plus grands nombres de dictateurs ou de despotes. Mais nous, on a compris que bon, les coups d'État civils sont plus dangereux aujourd'hui que les coups d'État militaires, puisque dans les fondamentaux d'une nation, vous avez le peuple et les armées. Quand le peuple ne peut pas prendre les responsabilités pour ne pas que ce peuple-là soit massacré, on appelle les armées. Les armées là sont là, on voit l'opinion de ces pays publics, nationaux. Mais ils sont vraiment pour cela, donc ils observent. Voilà, là, attends, c'est le but de la condition humaine qui est plus important. La sécurité. On ne peut rien entreprendre sans la sécurité. Donc c'est ça qui fait que ces régimes, ces putschistes-là, ont pris vraiment de dimensions politiques très importantes parce que c'est déjà la sécurité. Mais l'insécurité là, qui l'a apporté? C'est l'Occident, suite à la désintégration de la Libye. On voit bien ce que ça produit.
On entend toujours au Mali depuis 2013. Et mais là, on n'entend plus qu'on le tue, on tue au Mali. Maintenant, là, au Burkina Faso, ils sont en train de s'entraîner. Ils vont arriver au Niger et autres. Ils vont fuir où? Au Tchad, où descendent les pays qui soutiennent soi-disant la CEDEAO. On va vous envoyer ces djihadistes-là au Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, et comme ce n'est pas au Niger, et c'est bien au Nigeria, et c'est bien comme ça. Le djihadisme fait partie des moyens de pression exercés par les puissances occidentales pour que nous soyons dans la sécurité, pour qu'ils puissent exploiter à bas coût les matières premières. On l'a tout compris. Et donc nous, on voit bien ce que ça donnait. Donc ça éveille l'Afrique. Donc vos plans-là, de déstabiliser l'Afrique, ça éveille. Et le grand perdant, ce sera la France. C'est malheureux. Parce que Macron mène une diplomatie France Afrique ou africaine suicidaire. J'ai vu le cas du Congo-Brazzaville. Le cas du Congo-Brazzaville en 2016 et 2017-2018 jusqu'au procès Mokoko. Et nous, les réseaux Mokoko ou les réseaux de la libération ont subi des pressions ici en France. Vous imaginez comment la France est en train de tirer la balle sur les propres pieds, mais à l'échelle continentale. Donc vous imaginez, mesdames, messieurs, la problématique est en topologie. Je voulais bien expliquer brièvement. La problématique est politique, puisque le mot démocratie en Afrique francophone devient caduque. Il faut que la France répare déjà les hold-up électoraux qui sont passés, et après, on va parler de démocratie. Mais si on fait ça, ce sera 2 poids, 2 mesures. Donc, on ne va pas prendre les Africains pour des idiots. Et c'est fini ça. La problématique géopolitique, le contexte est là, où la Russie devient une nation opportuniste en Afrique. La nature aurait du vide. Si quelqu'un qui vous amène la sécurité et qui, historiquement, depuis l'Éthiopie en 1830, ben oui, la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique puisqu'il a des territoires énormes, sous-peuplés, les richesses sont tellement qu'il va chercher encore quoi. Donc sur ce plan, la Libye, le problème de la Russie, c'est la Libye. Vous imaginez dans les années, la fin de la guerre froide, dans les années 80 jusqu'à 90 à peu près, la Russie, attends, il y avait une mauvaise image par rapport voilà, les formations. Non, moi, je vous dis que j'aurais pu faire formation militaire, officier militaire, hein, infanterie. J'ai eu aussi les bourses pour aller faire formation, comme on l'appelle, médecine. Moi, j'ai mes frères, mes propres amis qui sont des médecins militaires. J'aurais pu être là. Donc j'ai refusé, je voulais aller en France, voilà, au reste. Voilà. Donc on avait une image de l'Occident. Une bonne image, mais la Russie avait été dégradée. Je vous dis pour parler de ça. Je n'ai pas voulu aller faire policier, officier de la police, je serais un colonel de la police en RDA. Et puis il y avait beaucoup de bourses en URSS. Je vais refuser parce que je vais à la fac, j'ai fait la fac, j'ai enseigné au lycée là-bas, au pays, et je suis rentré en France. J'ai continué les études supérieures encore, plus bac, plus 4, plus 5 et plus. Donc, la Russie avait une mauvaise image dans ces années-là. Vous voyez les contextes. Aujourd'hui, la Russie a une bonne image parce qu'elle est anticolonialiste. Elle soutient les peuples autres. Donc, vous imaginez, tout change. C'est l'histoire des démocrates et des républicains aux États-Unis. Historiquement, aux États-Unis, quel était le parti le plus raciste entre démocrates et républicains? C'était les démocrates, non? Au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Les démocrates sont devenus vers un peu universels, un peu autres qu'après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, là, les républicains, c'est soi-disant, ils sont trop volontiers, voilà, on parle comme ça. Maintenant, dans la mentalité des Noirs, à l'extérieur, quand ils voient démocrates ou républicains, ils vont vers les démocrates parce qu'ils disent qu'ils bon, sont un peu flexés avec eux, parce que ça arrive avec Kennedy. Vous imaginez d'ailleurs avec Roosevelt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous voyez comment ça change.
Donc aujourd'hui, la France-Afrique est au crépuscule parce que l'image n'est pas bonne. Ça devient dangereux. Regardez en 2016, Mokoko prend le pouvoir. Regardez les coupures en prison. Il n'y a même pas la dignité soit de la force africaine, ni des armées, celles-ci et autres. Donc les enjeux sont, donc les gens ont compris ça. Donc on sait bien qu'il faut rapport de force. Ils connaissent que le langage des rapports de force. Et c'est ça qui fait cette problématique géopolitique va de plus en plus. Voilà, même les États-Unis, ils savent bien que la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident en Afrique. En tenant compte aussi des problématiques anthropologiques. Que, bon, ben, les Noirs américains ne peuvent pas voir l'Afrique, vous regardez l'Afrique debout. Il n'y a que les Blancs européens qui viennent cogner contre l'Afrique. Et non, non, sur l'Afrique. Et c'est quoi cette affaire-là? Il y a un mélange d'enjeux aussi, les racismes et autres. Donc les suprématistes sont au sein de la France-Afrique. Donc il y a des suprématistes blancs qui tirent les ficelles au sein de la France-Afrique. Il faut les dire la vérité. Avec d'autres suprématistes. L'Union européenne vient accompagner la France au Niger. Mais s'il s'agit des problèmes de matières fissiles, bon, on peut tout à fait ne pas comprendre. Mais c'est elle qui a manqué des stratégies politico-commerciales et autres, et civilisationnelles d'ailleurs. En fait, la problématique est civilisationnelle. Nous avons 4 ordres mondiaux. Le premier ordre mondial fut celui du partage de l'Afrique, il s'agissait bien entendu la conférence du Congo, Congo avec K, donc qui regroupe les bassins du Congo aujourd'hui. Donc ils ont partagé l'Afrique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et arrivé à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le deuxième ordre mondial. Celui-là, c'était le partage maintenant des groupes d'influence. La France, le gendarme de l'Afrique, qui nous a ramené la force Afrique, la Grande-Bretagne, les gendarmes des Indes, et les États-Unis, les gendarmes du monde. Et tout cet ordre mondial a fonctionné de 1945 à 1989. On appelait ça la guerre froide. Et donc tous les mouvements indépendantistes étaient du côté que l'Occident appelait les rideaux rouges, de l'Union soviétique, l'actuelle Russie. La Russie a été toujours balance. C'est comme l'avocat général, l'avocat des deux parties. Un peu comme ça, parce que là, ça, voilà, vous imaginez. Dès la fin de la guerre froide en 1989, et qu'est-ce que nous avions constaté? L'hégémonie de l'Occident, monde unipolaire. On a vu toutes les guerres là qui se sont passées là. Les crises économiques et financières et tout. Jusqu'en 2015. Et le retour progressif de la Russie, aux environs de 2005 à 2010, 11, jusqu'aujourd'hui, et la montée en puissance de la Chine. Donc deux mondes qui s'affrontent et qu'il y aura un troisième monde qui va arriver, le monde des BRICS, et d'autres, la fin des organisations coloniales créées par la France-Afrique lors de ce deuxième ordre mondial de 1945 à 1989, la CEMAC, la CEDEAO, et voilà. Donc vous voyez, ce sera caduque. Donc nous allons dans un monde qui devient plus problématique pour la France, mais comme on appelle, encourageant pour l'instant, pour l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, la plus riche d'Afrique. Et donc il y aura les départs des bases militaires. Et puis la fin du monnaie de franc CFA et autres. Vous parlez chaque fois, programme d'aide au développement. Programme d'aide au développement, on coupe. Mais c'est, attends, vous prenez quelqu'un 100 euros, vous venez donner 10 euros. Est-ce que c'est une aide ou une rétrocession? Non, c'est une rétrocession. D'après des données ou des écrits et des publications, même le journal allemand, Spider, ou je sais pas, voilà, il avait publié même ça, que la France prend de 1000 milliards de fonds CFA qui rentrent dans le compte du trésor public français. 1000 milliards. Bon, je sais un peu aujourd'hui de voir du point de vue intellectuel et objectif. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être un peu plus bas, hein, parce qu'il y a eu des moments où les importations du CFA apportaient à la France entre 300 milliards
à, à 1200 milliards. Peut-être qu'il y a eu des périodes aussi 1500 milliards. Vous imaginez 1500 milliards de dollars chaque année, 1200 milliards au compte français. Bon, c'est un magot. Et chaque fois, on va faire des chantages sur l'aide au développement. Non. L'aide au développement coûte combien? Certains sont même allés faire les chantages sur les allocations familiales. Enfants. Non, attends. Il y a peut-être si on met 3 millions d'Africains en France. Disons ça. La France prend entre 300 milliards à 1200 milliards chaque année de l'Afrique à cause du fonds CFA déjà. Bon, les allocations et tout ça, ça coûte combien? Qui est dépendant de l'autre? Non. L'allocation, les allocations familiales et les aides, c'est vraiment, ça fait partie de, c'est une goutte d'eau, c'est-à-dire l'aide au développement. Tout ce que la France fait à l'Afrique ou autre, c'est moins de 10% de ce que la France capte de l'Afrique, surtout en France, c'est pas déjà. Et n'oublions pas le marché économique, de tout. Donc la France a tout à gagner de l'Afrique. Mais elle ne sait pas décoloniser. Et comme je disais de la pensée de, de l'un des pères de la négritude, euh, mais Césaire, qui disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique, puisqu'elle ne sait pas que le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc tous les alibis, les pressions, on le sait, on le sait. Certains disent qu'on sort d'un colon pour un autre. Non, la Russie, l'Eurasie, les Africains sont déjà vaccinés. Ils ne veulent plus avoir un autre colon. On veut seulement, attendez, si la France avait écouté tout ce que les pionniers de post-France-Afrique, déjà des années 60 jusqu'à nos jours, la France ne sera plus dans cette situation. Mais comme ils sont rentrés dans le piège, dans l'entonnoir, et qui est là, bon, donc c'est par les rapports de force que ça va aboutir. Et que les Africains qui sont là dans la CEDEAO pour aller conspirer contre la libération de l'Afrique, mais ces gens-là, ces pays-là, ou ces gens-là, c'est mauvais, comme nous au Congo-Brazzaville, avec la RDC, l'Angola, le Rwanda, le Tchad et autres, on a des contentieux historiques entre nous déjà de la CEMAC. Le Tchad refuse d'aller là-bas parce qu'il a un contentieux historique avec Congo-Brazzaville. C'est le Tchad qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir, avec le Rwanda, avec l'Angola et autres. Ils ont ces contentieux-là. Mais vous allez encore faire quoi? Les négos qui sont là pour aller servir, comme ils disent dans les médias réseaux sociaux, que les négos qui vont servir le colon. Vous imaginez? Donc voilà, donc nous sommes en train de suivre l'évolution de cette affaire-là, mais je pense que la France, si elle ne pas se décoloniser, parce qu'elle n'a pas l'ADN de se décoloniser. Bon, donc il faut des rapports de force, mais qui sont là? Il va partir par les rapports de force. Et c'est elle qui va perdre gros. C'est ça que je vois. Tous les indicateurs macroéconomiques de la France vont être vraiment rouges quand on va perdre l'Afrique francophone là. Tous les indicateurs macroéconomiques, cette période. Imaginez-vous le Portugal, qui avait l'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique et autres. Et même en Asie. Mais quand il a perdu ses colonies, regardez le Portugal, était tombé dans les ténèbres. Lui, c'était l'Union européenne et autres qui, voilà, il s'est relevé après. Mais la France, avec les dettes, avec tout ça, non, ça va être chaud. Parce qu'on ne peut pas faire des affaires sans confiance. Dans les relations diplomatiques. Donc, dans les relations diplomatiques, politiques, sociales, tout. Il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se crée au gré des épreuves. La confiance tisse les liens. En relations diplomatiques, on parle des relations diplomatiques chaleureuses, point. Mais or là, la France en Afrique, on n'a plus confiance. Donc, on est dans certains pays, c'est le climat de méfiance. La méfiance dessert les liens. Donc, c'est pourquoi les relations diplomatiques et autres sont tumultueuses. Comme on voit au Mali, la France avec le Mali, avec
point. La Guinée-Conakry, la, le Niger, le Burkina Faso, et voilà. Ça, c'est la méfiance. En ce moment, on est en méfiance. Et c'est pas bon. Voilà. Maintenant, on force de tirer, et là, si ça devient grave, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Les défiances cassent les liens. Donc, en relation diplomatique, c'est les relations tumultueuses, relations glaciales, froides et autres. Et là, ça va s'étendre déjà en Afrique de l'Ouest, ça va arriver en Afrique centrale. Ce n'est plus, c'est une question de temps. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Tokolonga, le Congo-Brazzaville sera libéré du joug du despote criminel Denis Sassou Nguesso. Et nous travaillons maintenant les enjeux au niveau national, de la géopolitique nationale, nord et sud, au sein de la région de la Cuvette et autres. Nous trouvons tous ces mécanismes-là de sortie de stratégie pour qu'on mette fin à cet état de crise qui a entraîné un riche pays, le Congo-Brazzaville, dans les ténèbres. Et donc nous sommes tous individuellement et collectivement responsables. Et ceux qui continuent à jouer encore aux petits colons, attends, c'est pas ça. Qui jouent encore aux traites et autres, tant pis pour vous. Nous laissons ces outils-là pour vous réfléchir, pour la réflexion. Le grand travail se passe dans l'ombre. Sassou, on ne doit pas les laisser jusqu'en 2026. Le pays est fouchu. 2026, c'est quoi? Déjà, la constitution, là, elle est illégale, 2015. Elle est illégale. La constitution la plus antisociale et criminogène existante au monde. Il suffit de voir les articles 10, 95, 96. Vous avez tout compris. Donc c'est notre... Attends. Ça passe de notre sens d'humanité, nous Bantous et Congolais. Regardez bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc l'humanité commence déjà par la raison, par la liberté, la dignité, la conscience, la résilience, l'empathie. L'éthique va avec le droit et la morale. Et donc, vous avez tous ces outils, les outils du citoyen, qui a le droit et le devoir de désobéir pour arracher sa liberté, de résister pour arracher sa dignité, qui est aussi celle du peuple, et de se révolter, soit au niveau civil ou militaire. Civil, c'est la rue, à défaut, comme ça est entraîné et conditionné avec ces donneurs d'ordre Force Afrique, parce que ça soit à Boy Midele, Ali Bibiadou, la même Boy Midele. Donc c'est un esclave qui est là, qu'on lui donne tout, va tuer, il tue. Donc il est entraîné, conditionné comme ça. Donc il reste que les armées. Les armées nous entraînent petit à petit, les armées apprennent notre responsabilité. On regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc motivons-nous pour les dégager. Il n'y a plus de choix. Pour laisser ce pays à vos enfants et petits-enfants. Regardez bien en 1991-92, la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. Or, les militaires en 1991-92, les fonctionnaires, Mbongue-Bima, retard de salaire et autres. Maintenant, là, il a détruit le pays. Les militaires vont sortir demain pour les avancements, pour la retraite, pour ceci. Attends, qui va gérer ça? Le jour où on dit tout le monde, venez au trésor public. Venez voir les questions vides. Venez voir là. Vous allez protester quoi? Vous avez laissé Sassou Nguesso détruire ce pays. C'est un être mortel. Il partira peut-être pas payer la rançon de la gloire, comme la plupart des dictateurs. Quand ils partent, ils payent la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et tout. Sassou risque de partir sans payer la rançon. Vous imaginez les défis, les contentieux, les repères. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Donc nous préparons un pays qui aura des dangereux qui peut être à la tête de ce pays, puisque Sassou l'a fait, il risque de partir sans être humilié ni jugé de ses crimes. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance Tokolonga. À bientôt.